comment pourront-ils procéder pour l'empêcher de gouverner? La guerre qui est lancinante, la violence qui est lancinante va exploser. N'oubliez pas qu'au moment où ces élections sont en train de se préparer, l'Est de notre pays connaît des infiltrations sérieuses des militaires rwandais et ougandais. Et puis, il y a à Kinshasa des maisons, des villas occupées par des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont au service du pouvoir en place, qui est un pouvoir d'occupation et un pouvoir néocolonial. Donc, nous devons faire très, très attention. Ce qu'on pourrait demander à tous ces compatriotes qui ont compris que les élections constituent l'un des fronts de lutte, c'est d'avoir régulièrement un plan A, un plan B, un plan C. Éviter l'immédiatisme, parce que maintenant, nous avons l'impression que tout le monde a les yeux braqués sur les élections. On n'imagine pas des scénarios qui pourraient faire que les attentes du peuple ne puissent pas être respectées. Je crois avoir écrit à un certain moment un article intitulé « Ils vont nous faire la guerre ». Et je n'écrivais pas cet article-là comme un petit fou qui se réveille un matin et qui dit « je dois écrire un article ». Les informations dont j'ai exposé m'invitaient à lancer ce signal d'alarme à mes compatriotes. Pourquoi? Ceux et celles qui estiment que leurs enjeux dépendent, que leur avenir dépend du Congo, peuvent à un certain moment nous imposer la guerre pour nous convaincre qu'ils tiennent à nous dominer et qu'ils tiennent à exercer leur instinct de domination sur nous. Et leur cynisme ne leur ferait pas hésiter devant une éventualité comme celle-là. N'empêche que nous continuons à compter avec les autres hommes et femmes de bonne volonté qui habitent tous les pays du monde pour pouvoir nous tracer notre propre chemin. Cela ne sera pas facile. Rien dans la vie ne s'est acquis facilement. Le Congo étant un scandale géologique, personne ne nous dira demain « Nous vous offrons votre Congo, votre scandale géologique sur un plateau doré ». Essayons, dans la mesure du possible, d'étudier ces questions assez posément, parce qu'au moment où nous sommes en train de nous battre pour les élections du 28 novembre, eux imaginent des scénarios qui impliqueraient l'Afrique dans l'augmentation des profits de leurs entreprises multinationales pour les 60 ans à venir. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, en tant que petit Congo, faire face à ces vampires dans leur cynisme? Si nous voulons vraiment aller de l'avant, nous devrions, en dehors de la lutte pour notre émancipation du pouvoir impérialiste et néocolonial, travailler au panafricanisme des peuples, reconduire ce rêve panafricain de nos pères pour que demain, nous ne soyons pas un seul Congo en train de se battre contre les grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, la Russie, pardon, et l'Union européenne, que nous devenions aussi une Union africaine à même de pouvoir faire face à ces grands ensembles. Et aujourd'hui, leur rêve, c'est de pouvoir se regrouper le plus possible pour avoir un marché de plusieurs millions d'habitants. Le Congo, c'est à peine 60 ou 70 millions d'habitants. C'est rien par rapport à ces ensembles qui sont en train de se restructurer. La Russie essaie de récupérer les pays de l'ex-Union soviétique. Vous avez vu dernièrement Obama qui a tendu la main à Sarkozy et l'Union européenne travaille avec les États-Unis dans l'OTAN. La tendance, c'est au regroupement G7,
j'ai 20, j'ai ceci, j'ai cela. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'être un petit Congo face à ces forces qui peuvent nous écraser demain. Hein? Travailler avec un plan A, un plan B, un plan C et reconduire le rêve panafricain de nos aïeux. Bientôt d'ailleurs je mettrai sur le net un petit article que j'écrirai sur un livre de l'un de nos publié sur la biographie de l'un de nos aïeux, très peu connu, un panafricain qui a entretenu ce rêve bien avant M. Patrice Emery Lumumba ou M. Nasser. Et tout ça pour nous aider à avoir le matériel qui nous pousse à aller de l'avant et à constituer des grands ensembles à même de résister dans la balance des grandes puissances du monde. Ça a été un peu malheureux que, après tous les événements douloureux que l'Afrique a connus dernièrement, que l'Union africaine soit restée silencieuse. Mais demain, cette Union africaine devra être boostée dans le sens du panafricanisme des peuples pour que nous devenions capables de résister dans la balance des forces capitalistes et néolibérales qui cherchent à avaler les petits États. En parlant des efforts à conjuguer pour un panafricanisme africain, je faisais allusion à ce petit livre publié par Antoine Chitungu Kongolo, Visage de Paul Panda Farnana, nationaliste panafricain et intellectuel engagé. Et Paul Panda est un compatriote du Bas-Congo qui a un passé glorieux. Je reviendrai prochainement dans un article. Nous apprenons que les élections dont il pourrait être question chez nous prochainement peuvent être repoussées à une date ultérieure. Et ce sont les ONG œuvrant dans notre pays qui militent en ce sens-là. N'oublions jamais que la plupart des ONG opérant dans notre pays sont la branche civile des puissances économiques et militaires occidentales. Je peux en citer quelques-unes, mais je renvoie ceux qui pourront suivre cette vidéo à un site que nos compatriotes fréquentent très peu. C'est le site de Michel Collomb. Hein, vous n'avez qu'à taper sur Google Michel Collomb. Et là, vous allez dans Recherche, vous tapez n'importe quelle ONG, les ONG les plus connues. Je vous donne un exemple. Allez sur le site de Michel Collomb, tapez par exemple le NED, tapez par exemple l'USAID, tapez n'importe quelle ONG, surtout les ONG américaines et britanniques. Vous vous rendrez compte que la plupart sont gérées soit par les anciens membres de la CIA ou par des gens qui ont des accointances avec les services de sécurité des pays d'où ces ONG-là viennent. C'est un détail, mais un détail très important. Je le dis dans la mesure où dans notre pays aujourd'hui, nous avons trop d'ONG. Ce n'est pas normal. Aucun pays au monde n'a été développé par les ONG. La chute de l'URSS a été précipitée par les ONG. Elles sont là, elles vous donnent l'impression de s'adonner aux œuvres humanitaires, mais en sous-main, ils font un travail politique, un travail d'intelligence sécuritaire très sérieux. Et ces ONG précèdent toujours la chute de certains gouvernements. Ça a été le cas avec la Russie, ça a été le cas avec plusieurs gouvernements des pays de l'Amérique latine,
Et actuellement, dans la lutte que les pouvoirs impérialistes mènent contre certains présidents de l'Amérique latine, comme le Bolivien Evo Morales ou le Vénézuélien Hugo Chavez, vous trouvez que certaines ONG sont impliquées dedans. Mais il arrive quand même à quelque chose, malheur est bon, dit-on, que ces ONG abattent un travail dont nous pouvons nous servir. Nous pouvons nous servir. Ce n'est pas parce que ces ONG sont au service des pouvoirs impérialistes et des services secrets de ces pouvoirs que nous ne pouvons pas, par exemple, sauter sur l'un ou l'autre document qui nous livre un document assez fouillé. Dans la mesure où ils participent des services secrets de leur pays, il arrive que ces ONG aient accès à une certaine documentation dont nous ne pouvons pas disposer facilement. Donc, ces ONG traitent à un certain moment des informations qui peuvent nous être utiles. Mais ce sont des informations qui doivent à un certain moment passer par notre sens critique, une certaine remise en question pour en connaître les tenants et les aboutissants. Maintenant, par exemple, certaines ONG commencent à parler du report des élections chez nous. N'oublions pas que la scène politique congolaise a connu une grande ébullition à partir du moment où un acteur politique donné pour mort est revenu sur le devant de la scène. N'ayons pas peur de dire que cet acteur politique, c'est Étienne Tshisekedi. Dans les différentes scènes qu'on étudie, il ne serait pas exclu qu'on puisse dire maintenant qu'il a une grande popularité, faisons traîner les choses, peut-être que demain, il va casser la pipe, comme ça, nous pourrons avoir les candidats de notre choix. Donc, cette possibilité n'est pas à exclure. Voilà pourquoi nous demandons toujours que nos acteurs politiques, que les acteurs de notre société civile, que le travail en synergie, que les acteurs politiques et les acteurs de la société civile peuvent abattre d'un commun accord, puissent toujours se structurer autour des plans A, B, C. Et que ce travail soit envisageable sur le long terme. Voilà pourquoi il est important à un certain moment de travailler avec un leadership collectif. Vous avez vos fils et vos filles qui appartiennent aux différents domaines de la connaissance et du savoir, aux différents domaines de l'organisation de la vie politique, économique, culturelle et spirituelle, qui se mettent ensemble, qui créent un réseau de travail, un réseau interconnecté à d'autres réseaux à travers le monde, un leadership collectif qui travaille sur le long terme.